La liste des stratagèmes proposés par Socrate et constitutive de la stratégie citoyenne globale à adopter peut sommairement s'établir comme suit. En premier, comme je viens de le préciser, connais-toi toi-même et en tant que tel, soucie-toi de toi. Pindare à ce propos a une très belle expression. Il dit « Deviens qui tu es après l'avoir appris ». Je te la laisse méditer. En second, Meden Agan. En français, rien de trop. Tous les autres stratagèmes dépendent ou sont sous la coupe de ces trois premiers principes. Je viens d'expliquer les deux premiers, je passe maintenant au troisième, le Meden Agan ou rien de trop. Ce principe est aussi célèbre que le souci de soi ou le connais-toi toi-même. Comme ce dernier, il a été inscrit au frontispice de Delphes, car il fait partie des aphorismes dont les 7 sages ont fait offrande à Apollon, comme les prémices de leur sagesse, au jour d'une commune réunion. Meden Agan, rien de trop, qu'est-ce à dire? En toute chose, il faut garder une juste mesure. Ce principe vaut pour toute activité humaine et à plus forte raison pour l'activité économique. Il invite chacun à faire un compte exact des peines et des efforts fournis, les dépenses, d'un côté, et les bénéfices reçus en termes de plaisir et d'agrément ou de contentement de l'autre. Je rappelle encore une fois que le sens donné à la notion d'économie ne se limite pas aux seules transactions financières. Il s'étend à la part physique et matérielle de l'existence dans son ensemble, qui comporte, certes, des préoccupations de nature financière, mais aussi le soin à apporter à son corps, par quelque biais et moyen que ce soit, de la satisfaction des nécessités premières, comme le boire, le manger, le loger, le vêtir, etc., à celle des commodités de l'existence et des éventuels plaisirs des sens. Pour l'ensemble de ces choses, la question se pose de savoir quelle est la juste mesure du soin à leur apporter. Il y a 2 manières complémentaires de répondre à cette question. Une manière éthique d'un côté et une manière politique de l'autre, sachant que ces 2 manières sont irréductiblement liées. La première, l'éthique, qui regarde la manière dont l'individu gère ses ressources personnelles, tant spirituelles, à savoir son intelligence, ses affects, ses humeurs, ses émotions et ses passions, que corporelles, sa santé, sa vigueur. L'éthique ainsi comprise est tout entière contenue dans le mouvement de connaissance de soi par lequel il s'agit d'évaluer ses besoins personnels en la matière. Mais cette évaluation se fera au regard des diverses activités qu'on est appelé à mener. Cependant, puisque ces activités ont toujours lieu au sein d'une communauté, l'évaluation de ces besoins et ressources personnelles requis pour les accomplir ne peut se dispenser d'une évaluation de leur portée politique. Pour comprendre ce lien entre l'éthique et le politique, observons comment Iskomak, le 2e interlocuteur de Socrate, raisonne pour donner une signification politique à chacune de ses décisions et de ses actions. Je le répète encore, il ne s'agit pas ici de s'inspirer du modèle éthique que Xénophon promeut par l'intermédiaire d'Iskomak. Notre époque est par trop éloignée du contexte politique et des mœurs grecques anciennes. Ce qui en revanche peut nous aider dans la réflexion autour du modèle éthique qui sera le nôtre et qui est encore à trouver, c'est la structure du raisonnement que formule Iskomak qui parvient à nouer la constitution éthique des hommes et des femmes d'un côté et la constitution politique de la communauté qu'ils forment de l'autre. Les avantages à la fois politiques et éthiques du lien que chacun peut établir entre sa vie et ses activités d'une part et sa communauté par le service qu'il lui rend de l'autre
Ces avantages sont indéniables et innombrables. Ils nous apparaîtront clairement ci-après. La base du raisonnement d'Iskomak est l'identification des activités économiques essentielles à la survie et au bonheur de la cité. Il ne se pose pas d'abord la question de savoir l'occupation qu'il peut avoir, lui, tout seul, indépendamment de toute autre chose. Ce qui importe à ses yeux, ce sont les activités grâce auxquelles la cité peut se constituer, se préserver et prospérer indépendamment de toute ingérence étrangère. Je l'ai dit, pour une cité comme l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, ces activités sont la guerre d'un côté et l'agriculture de l'autre. Elles sont ipso facto décrétées par Iskomak comme étant les plus nobles, les plus belles et les plus saines. Ainsi celui qui souhaite, par-dessus tout, rendre service à la cité s'y adonnera de toute sa force, de tout son cœur et de toute son âme. En outre, elles lui octroieront la reconnaissance de ses concitoyens, et ceci non pas seulement dans les résultats économiques atteints, mais aussi et surtout, comme nous allons le voir, dans l'esthétique de vie qu'il adoptera. Ce que le citoyen vise par ses actions, c'est d'être reconnu, bon et beau pour la cité. Le fameux kalos kagaton, qui désignait le pinacle de la reconnaissance qu'on pouvait avoir en Grèce ancienne. Ainsi, comme je l'ai souligné dans mes précédents propos, les fondements du raisonnement sur lequel s'appuient les activités du citoyen grec incitent ce dernier à poursuivre l'obtention de biens de nature symbolique, acquérir des signes de reconnaissance institués par la communauté, en échange d'une contribution de nature économique, par les moyens de la guerre et de l'agriculture. L'économie reste un moyen d'accomplir quelque chose de plus grand que l'économie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'une part l'impact de ce raisonnement sur la totalité des activités du citoyen, et de l'autre, l'utilisation du principe Medenagan, rien de trop, pour optimiser leur efficacité dont le critère ultime demeure le bien commun. Sous la coupe de ce dernier principe, Iskomak, constamment, s'applique à passer en revue systématiquement et régulièrement tout ce qu'il possède, et réfléchit aussi à l'ordre dans lequel chacune des choses qu'il possède doit se trouver. Il va sans dire que cet ordre est avant tout un ordre opérationnel, c'est-à-dire qu'il doit lui-même être au service des activités menées et de chacune des actions que ces activités impliquent. On est vraiment pauvre, déclare-t-il, quand on n'a pas à son usage ce dont on a besoin. Dès lors qu'on poursuit un but de nature économique, il apparaît des plus logiques d'adopter l'efficacité la plus rigoureuse qui soit. Le principe de cette efficacité, on l'a dit, c'est de faire en sorte que les dépenses n'excèdent pas les recettes, principe qui n'est autre que la reformulation du Medenagan. Pour ce faire, il faut être en mesure, dans l'action, d'utiliser de la manière qu'il faut, au moment où il le faut, avec qui il faut et pour le bon motif, chaque partie de ses effectifs, aussi infime soit-elle. Pour atteindre à cette efficacité optimale qui mise sur l'établissement d'un ordre au sein des effectifs à la fois humains et matériels dont on dispose, la première opération consiste à les passer en revue par le menu. J'imagine fort bien, mon Antonine, que pour faire face à la crise actuelle, les hôpitaux ont dû faire de même. Combien de médecins, d'infirmiers, de chambres, de respirateurs, de masques ont-ils ? Comment en disposer au mieux ? Iskomak, quant à lui, prend l'exemple de la trière, qui est le navire de guerre qu'utilisaient les Grecs à l'époque, où le commandant connaissait si bien la place de chaque objet que même absent, il aurait pu dire où il était placé et combien il en avait.
Il reprend le principe et l'opération pour son propre compte et commence à passer en revue ce qu'il possède, la place que chaque chose doit occuper, son utilité et son efficacité propre, mais aussi sa propre capacité à lui, en tant qu'utilisateur, à s'en servir. Ces derniers points sont extrêmement importants puisque l'opération mentale qui consiste à passer en revue les effectifs qui servent à l'action ne se limite pas à faire un inventaire de ces biens comme s'ils étaient des choses inertes. À l'action de compter par exemple le nombre d'animaux à sa disposition, doit s'ajouter aussi celle d'évaluer sa propre capacité à les utiliser. Ainsi, si je possède un cheval et que je ne sais pas le monter ni m'en servir pour quoi que ce soit, ce cheval ne me sert strictement à rien. Il s'avère même une perte, car il faut lui réserver un espace, une certaine quantité de nourriture, du temps aussi et des ustensiles pour le soigner, qui sont autant de dépenses inutiles, puisqu'elles ne contribuent en rien à l'objectif principal poursuivi, qui est ultimement un service à soi et au bien commun. Je m'arrête ici quelques instants, car je pressens les objections et les résistances communément apportées contre ce type d'efficacité économique. Notre époque vit de ce curieux paradoxe qui consiste d'une part à faire de l'économie la fin de toute activité humaine, de la naissance à la mort, mais de l'autre, à voir dans le souci d'efficacité propre à l'économie une obsession morbide de contrôle sur l'existence et en tant que telle, à la déconsidérer grandement. Toujours compter peut sembler mesquin, comme la caricature qu'on a pu faire de l'avare. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rejet viscéral de la rigueur et de l'efficacité économique, rejet au demeurant sain en lui-même, ne provient que de la décision première qui tend à réduire la vie à la seule question économique. Comme l'économie nous prend la quasi-totalité de la vie, la pression de l'économie sur nos vies est telle qu'on désire se réserver une part d'existence où on a l'impression de vivre vraiment en toute liberté et de manière plus élevée que le nez toujours sur des considérations bassement matérielles. Le divorce entre les belles et bonnes choses à vivre d'un côté et l'économie de l'autre est consommé depuis longtemps. Théophile Gautier déjà, auteur romantique du XIXe siècle, déclarait dans son art poétique « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelques besoins, et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. » Fin de citation. Rien de tout cela chez Iskomak, qui ne vit absolument pas son économie et la maîtrise qu'il peut en avoir comme une pression ou une servitude, et encore moins comme une chose qui le rendra ignoble, dégoûtant ou laid. Tout au contraire, la maîtrise de son économie est la première chose qu'il souhaite d'acquérir s'il souhaite devenir libre, beau et bon. Libre, car elle lui donne la possibilité de participer à toutes les activités civiques et politiques de la cité qui ne sont pas nécessairement de nature économique. Beau et bon, car tout dans son être, de sa manière de réfléchir et de se décider, à celle de se conduire et de parler, jusqu'à la forme même de son corps, de ses gestes et de ses vêtements, toutes ces choses rencontreront la considération de ses concitoyens, parce que toutes ces choses témoignent, d'une manière ou d'une autre, de son souci de leur rendre service, par le service qu'il rend effectivement et efficacement à la cité. Là est le ressort de toute beauté et de toute bonté à vivre, la qualité du service qu'on rend à la communauté, sachant qu'en œuvrant pour elle, on œuvre aussi et surtout pour soi. Pour cela, il faut bien sûr que la communauté soit sensible à cet effort des particuliers pour le bien commun et leur accorde tous les honneurs qu'ils méritent.
D'où l'importance décisive de se mettre d'accord sur un modèle éthique à faire valoir, ce qui sera l'objet de mes prochaines lettres. Je reviens sur l'opération mentale qui consiste à passer en revue l'ensemble de ses biens et de ses ressources au regard d'une certaine efficacité économique, efficacité cadrée par le principe du Medena-Gan, rien de trop. En quoi cette opération peut-elle bien directement être un bénéfice pour soi, bien qu'elle tende au bien commun? En ceci qu'elle tend à nous libérer radicalement de toutes ces choses qu'on accumule autour de soi et qui nous encombrent, bien souvent, sans trop savoir pourquoi. Elle nous invite à évaluer régulièrement le sens de nos activités et de nos actions. Au lieu d'alourdir la vie comme peut le faire la quantité d'objets inutiles dont on s'encombre, elle l'allège tout en lui donnant du sens, ce qui n'est absolument pas négligeable. Je dirais même que ce dernier point est capital, sens qui plus est très concret et très pratique. Si je possède telle chose, c'est pour faire telle chose qui aboutira à la réalisation de telle autre chose, et ainsi de suite dans une chaîne de causalité perceptible par le citoyen. On est très éloigné ici de la décomposition totale du sens des actions de l'homme moderne, qui ne sait absolument plus établir de lien direct et même indirect entre la salade qui est dans son assiette et les tâches qu'il effectue dans son travail, entre les capacités de la voiture qu'il possède et l'utilité que celles-ci peuvent avoir pour la société. Ou encore entre sa propre constitution physique et le rôle qu'il peut tenir en tant que citoyen. Aux yeux d'Iscomaque, son cheval, par exemple, ne prend sens que s'il lui sert à faire le tour de ses propriétés et ainsi superviser les travaux qui y sont réalisés par ses ouvriers et au passage les encourager ou les instruire par l'exemple. Ses vêtements et chacun des outils qu'il utilise ne prennent sens que s'ils lui permettent d'accomplir ce type de tâche le plus aisément et le plus efficacement possible. Tout le reste qui ne sera pas directement utile à la réalisation de ces activités sera systématiquement écarté, vendu ou donné. Ce passage en revue de l'ensemble de ces biens ne se limite pas non plus à ces seuls biens de nature économique. Il s'étend aussi à ses capacités et dispositions tant physiques que mentales. Ainsi, prendre le cheval pour faire le tour de ses propriétés est une occasion pour lui de développer et d'entretenir son corps. C'est pour cette raison, par ailleurs, qu'il décidera par moment de laisser sa monture pour faire le reste à pied et rejoindre aussi ses ouvriers dans le travail qui les occupe, travaillant ainsi sur tous les aspects de sa condition physique. Lorsqu'il renseigne ces derniers ou les encourage, il veille aussi à adopter le meilleur langage qui soit pour atteindre, dans ce type de communication, à davantage d'efficacité. De même, lorsqu'il se rend en ville pour négocier ou pour traiter des affaires politiques qui lui échoient, il se soucie autant de l'efficacité directe de ses actions que du retour que ces mêmes actions peuvent avoir directement sur lui. Une négociation, certes, vise à l'obtention d'un juste rapport qualité-prix, mais elle est aussi l'occasion de devenir meilleur dans l'exercice même de la négociation juste. De même pour ces prises de parole en public, qui sont à chaque fois une occasion d'en apprendre davantage et se rendre toujours plus habile en la matière. Toute réflexion, toute décision, toute prise de parole, tout déplacement, bref, toute action est une occasion à saisir pour apprendre et se rendre meilleur en chacune de ces choses, et finalement se constituer en citoyen apte à rendre service à sa communauté, bénéfice ultime qu'on cherche toujours à atteindre. Le gain direct de cet art de vivre est immédiatement perceptible, à savoir le sens qu'on est en mesure de donner à sa vie par la capacité de donner un sens politique à chacune de ses actions, des plus concrètes aux plus abstraites, des plus économiques aux plus relationnelles et symboliques.
Cette capacité de donner du sens à ses actions se trouve de plus considérablement consolidée par cette épure quotidienne à laquelle participe le passage en revue de tout ce qu'on possède en termes de biens matériels, mais aussi en termes de capacité physique et mentale, épure qui contribue à alléger l'existence de tout ce qui la tire vers le bas, la fatigue et la ruine inexorablement. Je rappelle enfin les principaux stratagèmes qui fondent la stratégie citoyenne adoptée par Iskomak et qui constituent pour lui un véritable art de vivre. Connais-toi toi-même et en tant que tel, soucie-toi de toi. Rien de trop, mais de l'ordre dans tout ce que tu possèdes en le passant régulièrement en revue par le menu et déleste-toi de ce qui alourdit ta marche pour ne garder que le strict nécessaire. Enfin, toute rencontre, toute activité, toute action menée ou toute situation est une occasion d'apprendre et de grandir dans les objectifs que tu t'es donné d'accomplir. En faisant de l'activité économique un moyen pour réaliser autre chose, en l'occurrence la constitution d'une communauté politique dont les activités ne sont pas essentiellement et exclusivement économiques, on ôte à la vie humaine un énorme poids, car il est impossible à l'homme de trouver la moindre satisfaction économique s'il fait de celle-ci le seul ressort de son existence. Il butera toujours sur cette question insoluble: quelle est la mesure à trouver, et dans ce que je consomme, et par conséquent dans ce que je produis? Outre que faire de l'économie une fin en soi réduit l'existence humaine à sa seule part matérielle, laissant totalement en friche les deux autres dimensions de l'existence humaine, cela conduit à l'adoption d'une économie malade et néfaste, puisqu'aucun équilibre, aucune juste mesure ne peut se trouver, si ce n'est celle de la démesure au travers d'une jouissance parfaitement irrationnelle et débridée, profondément apolitique aussi, de tout besoin physique et matériel. Cependant, dès que l'économie devient un moyen utilisé pour la réalisation de quelque chose de plus grand qu'elle, à savoir la constitution d'une communauté où l'on a appris le sens du partage, d'une part, et la satisfaction surtout des autres besoins humains essentiels, comme le développement de son intelligence et le désir de se voir reconnu comme quelqu'un d'utile, de l'autre, l'économie retrouve à la fois sa place et sa mesure. Elle retrouve sa juste place et une juste mesure, car elle est censée se mettre au service de la cité, et dans ces conditions, elle doit être soumise à un principe d'efficacité optimale qui tend à minimiser les dépenses et à optimiser les bénéfices, pour que ces derniers soient toujours supérieurs aux premières. En conclusion, la gestion de l'économie personnelle d'Iskomak est de part en part transcendée par sa contribution au bien commun. C'est à l'aune de ce seul objectif, à savoir sa contribution au bien commun, qu'opère le critère du Medenagan. Iskomak, en effet, n'est pas seulement un ascète, c'est un citoyen dont les ressources peuvent se mettre au service de la communauté. Il ne cherche pas un équilibre entre ses dépenses et ses recettes personnelles, puisqu'il produit infiniment plus que ce qu'il est capable à lui seul de consommer. Bien qu'il adopte un mode de vie qui fait de la sobriété mesurée une valeur essentielle pour atteindre ici encore à plus d'efficacité. Ce faisant, il parvient à prendre soin de chacun des besoins essentiels de sa vie d'être humain. Ses besoins économiques sont satisfaits de manière telle qu'il dispose d'une santé et d'une vigueur physique qui ferait pâlir les plus grands de nos athlètes. Son intelligence est régulièrement sollicitée et développée par le souci d'efficacité requis dans la gestion de son économie, sans compter les multiples prises de parole qu'il doit tenir dans la plupart de ses rencontres citoyennes. Le dialogue avec Socrate en constitue l'une des preuves les plus flagrantes.
formidable stimulant intellectuel s'il en est. Et enfin, tout cela prend sens dans la satisfaction de cet autre besoin vital qu'est le désir de reconnaissance. Celui-ci se satisfait du respect de l'ensemble des valeurs partagées par la communauté politique. Ce respect et la satisfaction des besoins de reconnaissance de chacun seront d'autant plus réalisables que la communauté de valeurs partagées contribue objectivement et efficacement au bien de tous et de chacun d'une part, et que chacun peut d'une manière ou d'une autre y contribuer en connaissance de cause et selon ses moyens et ses capacités de l'autre. Ce dernier point soulève la question du modèle éthique que la communauté doit valoriser et promouvoir en faisant le critère absolu de toute reconnaissance sociale, question qui doit tenir compte de la situation politique dans laquelle cette communauté se trouve. J'aborderai cette question lors de mes 3 prochaines lettres. Je t'embrasse, mon Antonine chérie, et espère que de ton côté, tu passes en revue tes ressources et continues de développer ton intelligence pour faire face à la situation inédite que nous vivons. Ta mère me glisse dans l'oreille qu'il serait bon que tu commences par ménager ton corps, par le repos et une bonne hygiène de vie. Tu y seras en meilleure disposition pour y voir plus clair. Moi, de mon côté, j'ajoute, apprends à y voir plus clair pour connaître la mesure du repos dont tu as besoin et du soin que tu dois apporter à ton corps. Bref, nous t'aimons très fort et t'envoyons plein de baisers.